Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 7 novembre. Une voiture emportée par la rivière Vaitu'uru hier après-midi. Le bilan provisoire fait état d'un mort, une blessée et 4 disparus. Les recherches ont repris ce matin sans succès. Des dizaines de bénévoles se sont associés aux recherches. La personne décédée était l'un des gérants du relais de la Maroto. L'émotion est particulièrement vive à Papen'o. Nous retrouverons sur place Mélodie Ouhilamoa Fassioné et Patrick Tingsing. Notre équipe fera un point sur les recherches avec le directeur adjoint de la protection civile, Cédric Rigolet. Coup d'envoi de la COP27, quelles réponses seront apportées aux États insulaires du Pacifique si vulnérables aux effets du changement climatique? En Polynésie française, la montée des eaux est déjà une réalité. Et puis nous irons aux Australes découvrir les coulisses de l'organisation du festival avec un focus sur la préparation des repas. Une femme enceinte et 3 enfants restent introuvables après le dramatique accident survenu hier après-midi à Papen'o. Alors que 2 véhicules quittaient la vallée, l'une des voitures s'est trouvée en difficulté avant de se faire emporter par la rivière Vaitu'uru. Les explications d'Alihoe Tefafana, Jérôme Lee et Jacques Damour. Facile à imaginer le profil des personnes présentes à l'intérieur du véhicule au moment du drame. Après une courte nuit, Poe revient sur les lieux où sa femme enceinte de 7 mois, son fils et les sœurs Tewira, 3 ans et 8 ans, ont disparu. Hier soir à minuit, on a cherché encore. Je peux trouver le pull de madame. Et cette fois-ci, je vais trouver son sac à dos. Hier à 16h30, le véhicule cale durant son passage au niveau du bassin de Puraha. Le conducteur du premier pick-up tente de secourir le deuxième, mais rien ne résiste au courant. 200 mètres plus loin, le véhicule est stoppé net par les arbres. La première victime, Elitreuye, est une femme blessée et à 22h30, Santane, celui qui a essayé de les sauver, est retrouvé sans vie. Les recherches sont finalement suspendues avant minuit pour reprendre dès l'aube et les premiers à sauter dans l'eau sont les familles et les proches des victimes, accompagnés des chasseurs de Papen'o. On fait 2 équipes. Une qui va au point de départ. Et nous, on est au milieu et on se rejoint au fur et à mesure pour faire un peu le point si on a trouvé quelque chose ou pas. Étant pêcheurs de chevrette aussi, il y a des coins où il y a des trous. Ils peuvent se coincer à n'importe où. Donc autant aller chacun tous les 5 mètres ou tous les 10 mètres. Comme ça, on a des yeux partout. Plus de 70 mouteuils, pompiers et gendarmes sont déployés et une centaine de bénévoles scrutent minutieusement le long de la rivière. Les reconnaissances aériennes reprennent dans la vallée et sur la côte, mais en vain. Les victimes sont des proches. Face à la force de la nature, je me rends compte que l'humanité n'est rien comparé à elle. C'est pour ça qu'il faut la respecter. Je respecte ce lieu. Cette vallée a une histoire très sacrée. La rivière de Vaitu'uru est connue pour sa dangerosité durant les grandes crues. Cet incident tragique est le 2e de l'année. L'hélicoptère Dauphin, 35 gendarmes, 8 sapeurs-pompiers, mais aussi 40 guides et chasseurs de la vallée ont effectué les recherches. Ou quand la solidarité prend tout son sens, les proches des familles touchées par le drame les accompagnent sur le terrain depuis hier soir. Natacha Silagi et Mirko Vanfo ont pu constater l'émotion sur place. Comme cette femme qui scrute la mer, c'est la Polynésie tout entière qui retient son souffle. L'armée poursuit les recherches en mer et dans les airs, quand toutes les familles des disparus et leurs proches se retrouvent pour espérer ensemble. Des oncles, des cousines, des mères et des maris, tous unis dans le drame qui frappe une communauté impossible à consoler et qui veut revoir ses proches. On souhaite que ça, qu'on les retrouve. Vous pensez qu'il y a encore une chance de les retrouver vivants? Non. Cette eau-là, la vallée Papen'o, aucun survivant. Pourtant, les familles déportées disparues veulent continuer d'y croire. Près de la rivière, un mari qui attend sa femme et son fils, et une maman sa fille enceinte de 7 mois. Elle a 34 ans, mais ce qui fait mal, c'est qu'elle est enceinte, elle doit accoucher le mois de décembre. On l'a attendue pour les vacances. Malheureusement, elle n'est pas arrivée. C'est pas simplement une famille, c'est toute la commune de Papen'o qui est en deuil.
Et il faut dire que toute la population de Papineau sont partis à la recherche de ces corps, ce qu'ils veulent qu'on retrouve tous ces corps. L'eau de la rivière est montée de 4 mètres par endroit. Les chances de survie sont minimes. Avec cette imprudence aussi, il y a de tout, quoi. Même si tu fais attention, ça risque, voilà, quoi. Les bénévoles aux côtés des familles sont plusieurs dizaines. Des allers-retours dans la vallée pour peut-être retrouver les corps. Tous sont fatigués et traumatisés. Je pense que tout le monde est abattu et c'est tout le monde qui... Unis dans le malheur, un accident d'une nuit à l'origine de 5 disparitions. Oui, 5 disparus avec le bébé qui devait naître en décembre. Et nous allons faire un point tout de suite sur les recherches grâce à notre équipe à Papineau. Mélodie Ouhilamo Fasionné, bonsoir. Est-ce que les recherches continuent ? Alors bonsoir Cybèle, les recherches ont été interrompues tout à l'heure, il y a moins d'1 heure, avec la tombée de la nuit, sans succès, vous l'aurez compris. Alors des recherches qui ont mobilisé des moyens conséquents, on l'a vu dans les précédents reportages. Et avec nous ce soir, nous avons le directeur adjoint de la protection civile, colonel Cédric Rigolet, qui vient de sortir il y a quelques heures d'une réunion de crise. Les recherches continuent demain avec un autre dispositif. Oui, tout à fait. Demain, nous maintenons un dispositif sur la vallée, un dispositif identique à ce que nous avons mis en place aujourd'hui avec des gendarmes qui seront engagés, des sapeurs-pompiers, une association agréée de sécurité civile qui nous prête main forte, et puis l'ensemble des habitants de la vallée de Papineau aussi qui nous aident, les guides, les chasseurs qui sont présents avec nous et qui nous apportent leur connaissance de la vallée pour mener au mieux les recherches. Qu'allez-vous faire ? Vous allez refaire les 10 km entre le barrage et... Oui, absolument. Demain, la rivière aura changé de régime, l'eau aura certainement baissé, elle sera peut-être plus claire, on l'espère en tout cas. Et donc on va relancer des recherches à partir de la zone où le véhicule est tombé à l'eau jusqu'à l'embouchure qui donne sur la mer. On concentrera certainement nos recherches sur cette partie basse pour vérifier qu'il n'y a pas de personnes qui soient dans cette partie. Et si on revient à la journée de dimanche, colonel, est-ce qu'on peut dire que le niveau d'alerte a été baissé un peu trop tôt au vu de la situation ? Alors nous avons dimanche changé de régime effectivement de vigilance Météo France. Nous sommes passés de orange à jaune. Je rappelle que ces régimes concernent des régions plutôt étendues. Ici, c'était les îles sous le vent et les îles du vent. Et qu'il est difficile pour Météo France de prévoir des événements qui sont très localisés et qui ont parfois des conséquences dramatiques, comme on l'a vu dans la vallée de la Papineau. Donc le changement concernait l'ensemble des îles de la société. Le temps allait vers l'amélioration, c'est ce qu'on a constaté ce matin. Néanmoins, pour des zones très localisées, comme la vallée de la Papineau, qui est réputée pour les montées d'eau rapides, eh bien, il est toujours nécessaire de respecter la vigilance, y compris si le niveau redescend et y compris si on est en niveau jaune, qui reste un niveau auquel il faut prêter une grande attention. Donc peut-être à l'avenir alors augmenter les niveaux de sécurité et peut-être tous les moyens mis en place. Alors augmenter le niveau de sécurité, je ne sais pas, mais en tout cas appeler la population à faire preuve d'une très très grande vigilance. Une population ici, et notamment pour les victimes dont on parle, qui connaissaient la vallée. On me disait tout à l'heure que les gens appelaient le relais de la Maroto pour prendre connaissance des conditions de sécurité. Donc on ne peut pas dire que ces gens ne connaissaient pas les conditions et néanmoins ils ont été pris dans un accident dramatique. C'est dire les risques que concernent ces montées d'eau dans les vallées comme celle de la Papineau. Voilà, Cybèle, ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces recherches, sur cette première journée de recherche pleine. Donc demain, on continue. Les recherches reprennent dès 6 heures avec l'ensemble du dispositif qui a été déployé aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélodie. Merci également à Patrick Sing derrière la caméra. Et après le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, la première ministre Elisabeth Borne a elle aussi adressé son soutien aux victimes, à leurs proches, ainsi qu'aux services de l'État mobilisés. Voilà pour ce point sur les recherches. D'autres informations à venir, bien sûr, en radio et sur Internet. Un autre accident au Tuamotu, cette fois le tonnier Tuarere, s'est échoué sur le récif de Tikehau. Une avarie serait en cause. Les 5 marins ont été évacués grâce à un potimarara. Pour l'instant, aucune pollution n'est à signaler. L'armateur est en contact avec une entreprise spécialisée dans le sauvetage maritime.
Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de la COP27 en Égypte. La conférence des Nations Unies sur le climat a lieu dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes, d'une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine et de données scientifiques qui démontrent que nous ne luttons pas assez contre les émissions de carbone. En Polynésie française, la montée des eaux préoccupe déjà les habitants. Mélodie Ouhilamoa-Fationné et Hubert Liao. Paul Perret est un fervent défenseur du lagon et de son environnement. Des années qu'il œuvre avec son association Tamari Pointe des pêcheurs pour la réhabilitation et la préservation du récif corallien. Au fil du temps, il a vu les conséquences malheureuses de la montée des eaux, ici sur cette plage qui leur sert de QG. Je remarque c'est que plutôt quand il y a la marée basse, c'est là que je vois où elle va, et quand il y a la marée haute, je sais que quand il y a des fortes mers, même pas, ne serait-ce qu'un peu de forte mer, ça touche carrément les murs. Et je vois déjà l'augmentation. Et il y a certains coraux, par exemple, quand je venais ici, quand j'étais jeune, je voyais les coraux. Même ça, comme ça, avec un peu de courant, maintenant je ne les vois plus. À Rangiroa, le constat est flagrant. Cet atoll des Tuamotu est directement exposé. Résultat, des plages entières disparues. Le Tavana lance un cri d'alarme. Aujourd'hui, entre le village du Tara jusqu'à Vatoru, nous n'avons plus de plage. Donc aujourd'hui, on a du gravier et des cailloux. On voit qu'il y a de l'érosion. Donc on a reçu déjà notre nouveau administrateur d'État. On lui a demandé que nous serons des réfugiés climatiques dans les années à venir. Donc quelles sont les solutions à apporter et qu'est-ce qu'on peut faire, commencer à faire aujourd'hui. Situation différente pour James Pouan. Cet habitant de Punaouia bénéficie en quelque sorte des effets de l'érosion. Sa maison est située à la pointe des pêcheurs, un endroit particulier où deux courants opposés se rencontrent. D'ici, c'est la mer, elle récupère du sable, je ne sais pas où, peut-être ailleurs, par là aussi, et puis dépose là. Donc ici, c'est la terre qui gagne, quoi. Il y a des pourreaux ici qu'il n'y avait pas il y a 30 ans, quoi. C'est le contraire, c'est la terre qui gagne par rapport à la mer. Lutter, s'adapter ou fuir, les îles du Pacifique figurent parmi les pays les plus exposés au réchauffement climatique. Selon l'ONU, il y aurait 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte jusqu'au 18 novembre. La Polynésie française est particulièrement concernée. Nos atolls, vous l'avez vu, sont directement menacés par la montée des eaux. Lors de son discours, le président Macron a réaffirmé l'importance de la lutte contre le changement climatique. Voyez ce sujet d'Outre-mer Première. C'est la traditionnelle photo de famille, mais avec deux grands absents, la Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs au monde. En ouverture de cette COP27, les dirigeants chinois et américains n'ont donc pas entendu Antonio Guterres les interpeller directement. Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont une responsabilité particulière. Elles doivent joindre leurs efforts pour concrétiser un pacte. C'est notre seul espoir pour réussir. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité collective, soit un pacte de suicide collectif. Car les engagements actuels sont loin d'être à la hauteur de l'accord de Paris de 2015, qui fixe comme objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Or, la trajectoire actuelle est estimée à 2,8 degrés. Autre engagement non tenu, l'aide financière aux pays du Sud, particulièrement touchés par le dérèglement climatique. Pour Emmanuel Macron, cette solidarité envers les pays pauvres doit être respectée. Au fond, beaucoup de pays nous entendent parler de 100 milliards depuis Copenhague et se disent on ne voit pas l'argent arriver. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements. Mais surtout, on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, pour être au rendez-vous de ces décaissements pour que cet argent arrive vers le Grand Sud. Coopérer ou périr, à Sharm el-Sheikh pendant 2 semaines, chefs d'État et représentants de 196 pays devront faire un choix.
Retour à Tahiti où c'est une première. Le ministère du Travail finance une formation professionnelle à des personnes porteuses de handicap. Une subvention a été allouée spécifiquement à la fédération Te Niu Te Huma. La première session permet d'aider une dizaine de femmes. Écoutez l'une des bénéficiaires et la ministre Virginie Bruyant. Elle répond à Patrick Sinsing. J'avais fait des stages au milieu hospitalier. Et puis, c'est une occasion aussi, peut-être pour moi, être embauchée dans ce milieu-là, que ce soit à l'hôpital ou à l'hôtellerie. Et puis, c'est une compétence qui va être mise dans mon CV. Et puis, avoir plus d'acquis dans ce milieu-là. Mon handicap, c'est que j'ai un pied beau. Et j'ai été opérée d'un CIV. Donc, j'ai travaillé pendant des années en petit contrat. Et quand on a eu cette nouvelle-là venant de notre association Turuma, donc on a sauté sur le coup. C'est 5 semaines de stage théorique et 4 semaines en entreprise. Le but, c'est que ça soit une opération pérenne, toujours dans cet objectif d'une meilleure insertion sociale et professionnelle de nos personnes porteuses de handicap en Polynésie française. Pour l'année 2022, c'est un budget de 10 millions qui a été alloué à la fédération pour la prise en charge des formations. Comment lutter contre la prolifération de chiens et de chats et surtout éviter les abandons? À Tupuai, aux Australes, près d'une quarantaine d'animaux ont été stérilisés entre le 24 et le 28 octobre. Une initiative de l'association Tupuai Animalia. C'est un couple de vétérinaires de Rurutu qui a officié. L'association a financé une partie des opérations. Écoutez Graziella Rossi au micro de notre correspondant Roheyari Hariva. Cette semaine, il y a eu plein de rajouts et on doit être à 35, presque une quarantaine d'animaux à stériliser pour cette semaine. On travaille avec le vétérinaire de Rurutu, c'est sa deuxième mission avec nous. Il reste une semaine et on travaille en partenariat. Le but, c'est de limiter les animaux errants sur l'île et puis la population de chiens errants et chats errants. Après, voilà, il faut s'occuper de son animal et c'est donner aussi une bonne image de notre île pour les touristes et puis pour nous aussi. C'est une question d'hygiène aussi. Si vous ne pouvez pas aller au Tuamotu, les Tuamotu viennent à vous. La 7e édition du Salon des Tuamotu Gambier se tient jusqu'au 13 novembre dans le hall de l'Assemblée. 32 artisans ont fait le déplacement, des délégations de Hana, Makemo ou Tatakoto notamment. Le coquillage est roi, mais des formations ont permis aux artisans de se perfectionner dans le travail du ni'au et de la fibre de coco. Écoutez Sabine Taoutou de Hana. On a emmené plein de produits, et coquillage, le kirihari, on a emmené aussi des bois flottants, et Miki et le kahaya que vous voyez qu'on met nos courants dessus. La nouveauté cette année, il y avait une formation qui s'est passée à Hana. C'était Mareva Orbeck qui est venue nous former il y a 2 ans maintenant. Et elle nous a montré des nouveaux produits comme les coquillages cassés. On fait quoi avec ces coquillages cassés? On fait des sautoirs. Comme vous voyez, il y a des sautoirs sur les tables de Hana, des miroirs. Voilà, interview signée Hubert Liao. De son côté, le Festival des Australes a débuté à Tupuai. Nous reviendrons bien sûr sur les ambitions culturelles des différentes délégations. Mais ce soir, Heya Parao Tokorangi nous propose un focus sur l'organisation des repas. Regardez. Rurutu, Raivaver, Rimatara, Rapa, tous sont rassemblés ici à la cantine scolaire pour leur repas. Matin, midi, soir, près de 1000 couverts sont servis par jour. Une organisation bien réglée et orchestrée par les agents communaux et bénévoles sous la direction de la conseillère municipale Maniana Viriamo. Bon appétit. À la cuisine, on a des bénévoles, des employés communaux, voilà. Et au réfectoire, on a des bénévoles en fait qui sont là pour aider. Le matin et le soir, on a aux alentours de 420, ça dépend, 450, il y en a qui ne viennent pas manger. Par contre, le midi, on peut monter jusqu'à 500 et quelques personnes. On a des invités en plus, on donne à manger aussi à la sécurité, à la police municipale, aux pompiers, voilà, tous ceux qui sont là pour œuvrer la journée au bon
bon fonctionnement du festival. Ce matin, on a du poisson à la crème avec du Milo et du pain avec la pastèque et du poisson cru. C'est un brunch en fait. C'est un brunch, oui. Vous êtes gâtés? On est gâtés, oui. À chaque repas, chaque invité présente son ticket à la conseillère municipale pour qu'il soit tamponné afin d'éviter tout abus et gérer au mieux le nombre de repas. Et c'est ainsi, matin, midi et soir. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Une voiture a été emportée par la rivière Vaitouru hier après-midi. Le bilan provisoire fait état d'un mort, une blessée et 4 disparus. Parmi ces disparus, une femme enceinte et 3 enfants. Les recherches reprendront demain matin, 6h, avec l'aide de nombreux bénévoles. Au programme de votre soirée sur la première, les séries Tropiques criminels et Pambélé. Ainsi s'achève ce journal. Malgré cette actualité particulièrement lourde et triste, je vous souhaite une belle soirée sur la première. Les premières infos en radio vous seront présentées dès 6h. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.